Bonjour, dans cette vidéo on va continuer la deuxième partie des onduleurs monophasés et on va voir plus précisément la deuxième commande. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous signaler qu'il y a une alternative du pan onduleur pan onduleur à commande bipolaire, c'est ce qu'on va l'appeler l'onduleur monophasé demi-pan. Il a une sortie pareille demi-polaire, bipolaire. Par contre, la différence, c'est que on a remplacé un bras de l'onduleur complet par une paire de condensateurs. Ces paires de condensateurs vont jouer le rôle de source continue et comme vous pouvez constater, chaque capacité va se charger à la moitié du Vs de telle sorte à avoir Vs égale à Vs sur 2 plus Vs sur 2, le total c'est Vs. Donc le circuit devient ce circuit-là, ce qu'on appelle le demi-pan en anglais, c'est le half bridge. Alors la seule possibilité pour avoir une sortie alternative à la sortie, c'est de commander d'une façon complémentaire ces deux interrupteurs. Alors T1, T2, ils vont être commandés d'une façon complémentaire. Chaque T sur 2, on va commander l'un et bloquer l'autre. Donc on va à la sortie obtenir une tension alternative, mais qui varie entre plus Vs sur 2 et moins Vs sur 2. Alors, on peut vérifier que si je ferme T1, IG1 c'est T1, lorsque je ferme T1, V0, le signe positif ici, ça va égal à Vs sur 2, voilà. Et lorsque je commande T2, bien entendu, je ne dois pas commander T1, donc à l'état bas, j'obtiens une tension V0, ça serait égal à moins Vs sur 2. Alors on obtient effectivement une tension bipolaire qui oscille entre plus Vs sur 2 et moins Vs sur 2. Alors ici, on a un petit peu gagné au niveau de réduction du nombre de circuits à commander. Donc au lieu d'avoir 4, on n'a que 2. Ça c'est un avantage. Le deuxième, c'est que toutes les équations qu'on a vues au niveau du pan complet commande bipolaire, ils sont valables pour ce circuit-là. Il faut juste remplacer le terme Vs par Vs sur 2 et le tour est joué. Alors ici, malheureusement, on ne peut pas avoir d'autres types de commandes. On n'aura que le fonctionnement bipolaire. Donc, la seule façon de faire. Et vu qu'on a cette seule commande, on ne peut pas contrôler la valeur efficace comme on va voir par la suite. Alors, continuons au niveau de l'onduleur monophasé à commande décalée. Alors, pour vérifier le fonctionnement et pour expliquer le fonctionnement, on va regarder un petit peu de près comment peut-on avoir une sortie de cette forme-là en agissant sur les interrupteurs. Alors, il faut commander les interrupteurs de telle sorte à avoir une tension nulle, par la suite une tension positive, une tension nulle, une tension positive et une tension nulle, sachant qu'il faut toujours avoir une valeur moyenne nulle. Ça veut dire l'air positif doit être égal à l'air négatif. Donc il faut en quelque sorte chercher un moyen pour contrôler cette partie-là. Pour commander l'onduleur et avoir une sortie de cette forme, il faut envoyer des signaux aux interrupteurs S1, S2 d'une façon complémentaire, S3, S4 d'une façon complémentaire, mais en plus d'une façon décalée, comme vous pouvez le constater à partir de ces deux courbes. Alors on a S1 est actif pendant une demi-période, S2 est actif pendant la deuxième période, de même pour S3, S4. Mais vous pouvez aussi remarquer qu'il y a un décalage que j'ai qualifié ici par alpha entre les deux bras. Alors le fait que je vais décaler, je vais obtenir une tension de cette manière. Alors
Voyons un petit peu de près comment on peut aboutir à ce signal-là, moyennant les commandes, cette commande-là. Alors dans cette partie-là, de 0 jusqu'ici, on a S1, S3 qui est actif. Donc S1, S3, c'est court-circuit de la charge. Donc la tension V0 est nulle. Alors ici, j'aurai S1, S4. Donc S1, S4, V0 égale à VS. Ici, c'est S2, S4. S2, S4, roue libre en bas, la tension c'est 0. Par la suite, S2, S3. S2, S3, c'est moins VS. Donc vous aurez V0 égale à moins VS. Et on reprend à S1, S3 comme au premier. Et on va voir la roue libre. Alors vous pouvez remarquer une chose, j'ai roue libre, positif, roue libre, négatif, roue libre, positif, roue libre, négatif. Alors ici on a une commande, on peut la qualifier d'une commande rotationnelle. Pourquoi? Parce que j'ai S1, S2. Par la suite je laisse S1 on et je commande S4 on. Par la suite je vais ouvrir S1 et fermer S2, j'aurai 0. Par la suite je vais ouvrir S4 et fermer S3, j'aurai moins VS. Et je ferme S1 et je laisse S3 fermé, ça donne moins VS. Pour étudier le circuit, on doit déterminer les équations du courant. Et on constate qu'il y a trois équations. La première où VS sera connecté à la charge, et là on va obtenir la première équation différentielle, c'est VS égale à LDI sur dt plus R fois le courant IL de la charge. La deuxième phase où j'ai une phase roue libre, c'est là la charge elle est court-circuitée, donc j'aurai 0 égale à LDI plus LDI sur dt plus RI. Et la troisième, c'est là où la charge elle voit une tension de moins VS, ça sera égal à moins VS égale à LDI sur dt plus R fois I. Donc pour résoudre ces équations, donc la résolution est simple, puisque c'est une équation différentielle du premier ordre, on va avoir trois courants. Le premier, qui est de cette forme-là, qui est défini entre 0 et T0 sur 2. Le deuxième, il est défini dans cet intervalle entre T1 et T0, et lorsqu'on va prendre l'origine à T0, donc ça serait de 0 à T1 moins T0. Donc vous aurez cette équation-là. Et la troisième, c'est là où vous aurez l'évolution du courant entre T1 ici et T2. Et bien entendu, les intervalles, ça serait de 0 à T2 moins T1. On peut remarquer que la forme du courant dans l'intervalle 0T0, ce serait aura la même forme. Donc ça serait la même équation, juste avec un signe moins. Et aussi même pour cet intervalle-là, entre T1 et T0, ça serait la même équation, juste un signe moins. Alors on voit bien aussi que le courant il évolue entre, où j'ai identifié ici I0, Imax, I1, Imin et I0. Alors on peut, en régime permanent, on va dire que, on va constater aussi que Imax ça serait égal à moins Imin et I1 ça serait égal à moins I0. L'expression de I0 est donnée de cette forme-là. Donc normalement, elle est déduite à partir des équations déterminées auparavant. Imax aussi aura cette expression-là. Et on va voir que Imin égale à moins Imax. Et I1, ça serait égal à moins I0. On peut aussi déterminer, et voici l'expression du temps de croisement du courant avec l'axe 0. Et aussi de même, on a les équations des valeurs moyennes des transistors et des diodes. Alors il faut juste remarquer que là j'ai deux surfaces ou bien deux parties pour déterminer la valeur moyenne, parce que une
ça se répète en une période qui est t sur 2 et la deuxième, elle se répète à 2 fois la période. Alors celle-ci, c'est juste pour déterminer ou bien identifier ou bien permettre d'avoir la valeur moyenne des différentes transistors et diodes la même. Parce que comme on a vu auparavant que la roue libre se fait sur la partie haute et aussi pour la partie basse, mais on peut aussi réaliser une commande où on s'intéresse juste à avoir la roue libre en haut ou bien en bas. Là, c'est fait de telle sorte à bien répartir les, soi-disant les grandeurs moyennes, notamment ici le courant moyen sera le même dans tous les transistors. Et le courant moyen calculé pour une diode, ça serait pour les 4 diodes. Alors, contrairement si on avait une commande où j'ai toujours la roue libre soit sur la partie haute de l'onduleur ou bien la partie basse, donc vous n'aurez pas tous les transistors vont être parcourus par un courant moyen différent. Alors de même, je peux donner l'expression du courant IS en faisant l'intégrale du courant IL, mais sinon on peut utiliser l'équation qu'on avait déjà utilisée pour déduire le courant moyen, puisque ces deux valeurs moyennes, on les a déjà calculées. Pour la valeur moyenne de la puissance, elle est donnée par cette expression de calcul d'intégrale, c'est aussi égal à Vs fois Is, et ici bien entendu on a considéré que le convertisseur a un rendement égal à 1, et bien entendu cette puissance sera égale à R fois le courant efficace au carré. Et par la suite on peut déterminer le courant efficace de la charge en utilisant cette égalité. Alors il faut aussi déterminer la fréquence du fondamental. Donc la fréquence elle est paramétrée ou bien réglée par les temps de commutation. Alors nous on a choisi T1, c'est la moitié de T2. Donc une fois qu'on fixe T2, c'est systématiquement on a fixé la fréquence du signal de sortie. Donc F, ça sera égal à 1 sur T2. Par contre, au niveau de la valeur efficace de la sortie, on peut démontrer qu'elle s'exprime de cette façon. R efficace, RMS c'est en anglais, c'est root mean square, qui est égal à la racine carrée de 1 moins alpha sur pi, le tout fois Vs. Et vous pouvez remarquer que la valeur efficace, elle est en fonction de alpha. Et comme j'ai dit, alpha, c'est l'angle de décalage entre les deux signaux des deux bras. Donc, alpha, il varie entre 0 et pi. Alors, si alpha égale à pi, donc ce terme-là sera nul, donc la valeur efficace sera 0. Si alpha égale à 0, donc tout ce terme, ça sera égal à Vs, et on retrouve la valeur efficace d'une commande bipolaire. Alors la commande décalée, elle permet de faire varier la valeur efficace de la sortie de 0 jusqu'à Vs. Et comme ça, on a pu réaliser un moyen de varier la tension de sortie juste en agissant sur la commande des interrupteurs S1, S2, S3 et S4. Alors on peut aussi creuser notre analyse et faire une analyse de Fourier du signal de sortie, et on retrouve son expression qui est la suivante. Donc VL égale à 4 sur pi Vs, une somme des formes n paires de cos 1 demi n alpha sur n sinus n oméga t. Alors pour le fondamental, c'est n égale à 1. Donc on va trouver l'amplitude du fondamental, elle est réduite de 4 sur Vs fois cosinus, donc on remplace n par 1. Et là, on retrouve normalement c'est n égale à 1, c'est alpha sur 2. C'est alpha sur 2 et non pas pi sur n ici. C'est alpha sur 2. Donc c'est une erreur, je devrais la corriger. Autre chose, on peut
remarquez une chose, si je veux éliminer un énième harmonique, et d'ailleurs c'est ça aussi l'objectif de cette commande, on peut éliminer des harmoniques juste en choisissant l'angle alpha, ou bien l'angle de décalage alpha. Alors, comment éliminer? C'est d'avoir ce coefficient nul. Alors, généralement, c'est d'avoir cosinus 1 demi n alpha égale à 0. Alors, on ne va pas éliminer le fondamental, parce que nous, notre objectif, c'est le fondamental, mais on peut éliminer les harmoniques. L'harmonique suivante, c'est l'harmonique 3. Et par la suite, l'harmonique 5, 7, 9 et 11. Supposons qu'on veut éliminer l'harmonique 3. Il suffit juste de remplacer n par 3. Donc j'aurai 3 alpha sur 2. Cosinus 3 alpha sur 2 égale à 0. Je résous cette équation et je trouve alpha. Le fait que je choisis alpha qui correspond à cette équation nulle, donc je suis sûr et certain que lorsque je fais mon analyse de Fourier, je ne vais pas retrouver l'harmonique 3 sera éliminée. Donc cette expression, je peux aussi la tracer sous cette forme-là. Donc c'est un graphe qui essaie de, ici, sur l'axe des x, on trouve alpha, et l'axe des y, on trouve l'amplitude en per unit, donc sur Vs. Et là, on peut remarquer, là, c'est la courbe de la tension efficace. C'est comme on a retrouvé auparavant, c'est Vs fois. Donc Vs sur Vs, ça serait égal à 1. Il reste ce terme-là. Et là, on peut remarquer que lorsque alpha égale à 0, vous aurez la tension, ça serait égal à 1. Donc 1, c'est Vs. Et lorsque alpha égale à pi, en 80, vous aurez la tension sera nulle. Alors les autres tracés, ce sont le fondamental plus les harmoniques. Alors vous pouvez trouver ces V1, V3, V5, V7. Donc on a juste représenté les 3 harmoniques le plus proche du fondamental. Et en regardant, ici, si je choisis bien alpha égale à 60 degrés, je suis sûr et certain que l'harmonique 3 sera nulle, l'harmonique 7 aura cette amplitude-là, l'harmonique 5 aura cette amplitude-là, et le fondamental aura cette amplitude correspondante à peu près 0,65, 66, 16, pardon, 76, 60, 75, 76. De même, ici, si je choisis mon alpha est ici, je suis sûr et certain à la sortie, je ne vais pas retrouver le V5, mais je vais retrouver le V7, le V3. Mais comme je vous ai dit, notre objectif, nous, c'est d'avoir une tension efficace variable. Mais sachez que aussi, on a pu constater qu'on peut faire et on peut éliminer des harmoniques si on choisit bien les angles alpha de décalage. De même, on peut donner l'expression du courant de la charge, et en utilisant l'équation de loi d'Ohm. Donc c'est IL, c'est VL sur ZL, et ZL, c'est l'impédance qui est exprimée par, je dirais, par ça. Donc ça serait VL, l'équation qu'on a retrouvée auparavant, sur Zn. Et Zn, normalement, ça dépend des harmoniques. Et là, on va, soi-disant, introduire la notion de l'impédance due à l'harmonique. On ne va pas trouver une seule impédance, mais l'impédance de la fréquence du fondamental, l'impédance de la fréquence troisième harmonique, cinquième harmonique, septième harmonique. Parce que le terme oméga L, et là on aura n oméga L, l'impédance, et n, ça serait le rang de l'harmonique. Oméga 0, c'est le fondamental. Donc oméga 0, ça serait 2πf, et
on peut le multiplier par n pour retrouver les autres fréquences et bien entendu les autres pulsations et par la suite les autres impédances. Alors le courant max, pardon, oui max, l'amplitude du courant aura cette expression là. La valeur efficace, bon bien entendu on va utiliser la racine carrée parce qu'on est sûr que chaque courant lié à une fréquence, une seule fréquence, et là c'est une pure sinusoïde, donc on peut utiliser cette équation de racine de 2. Et là on a un petit déphasage qu'on a défini phi n, et voici son expression, c'est tangente moins 1 ou bien l'arc tangente de n oméga 0 L sur R. La puissance délivrée par cette charge, on peut aussi la démontrer par cette expression. Et là, je me rappelle très bien qu'on s'est auparavant parlé de cette expression où j'ai introduit l'expression de Parseval et on a dit que le courant total, ça serait la somme des courants. Le courant total au carré, c'est la somme des courants au carré de toutes les harmoniques plus le fondamental. Donc ici, il y a un racine de 2 pour exprimer mon courant efficace, qui est égal à la somme des courants efficaces fois R et qui est égal à Vs fois le courant moyen IS. Donc on va dire que la puissance délivrée par la source continue, elle est totalement consommée dans la charge. Donc on peut aussi déterminer, puisqu'on est en alternatif, on peut déterminer le facteur de puissance qui est P sur S qui est égal à IL efficace au carré fois R sur IL efficace fois VS efficace.